Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone, et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Elle sent qu'il s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous, qui sommes là, bien tranquilles, à la regarder, de nous tous, qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il est allé trouver Antigone, qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et lui a dit « oui » avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats là-bas, au milieu des autres garçons, et voilà, maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister le mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste aux cheveux blancs qui médite, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustes. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre. Et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Enfin, cet homme rougeau, ça n'est pas un mauvais livre. Il a une femme, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais il vous empoignera les accusés le plus tranquillement du monde. Il sent l'ail, le cuir et le vin rouge, et il est dépourvu de toute imagination. C'est l'auxiliaire toujours innocent et toujours satisfait de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, lui ordonne de l'arrêter à son tour, c'est l'auxiliaire de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Édipe, Étéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes 1 an chacun à tour de rôle, se sont battus
et entretués sous les murs de la ville. Et Théocle l'aîné, au terme de sa première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les 2 frères ennemis sont morts et Créon, le roi, a ordonné qu'à Théocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Mais d'où viens-tu? De me promener, nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, Nounou, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève, il fait encore nuit. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, Nounou. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sortie. Je suis allée à la porte du fond, tu l'avais laissé entrebâillée. Dans les champs, c'était tout mouillé. Et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule dehors et j'étais gênée. Parce que je savais bien que c'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne, sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. 4 heures. Il n'était pas 4 heures. Je vais à sa chambre pour voir si elle n'était pas découverte et je ne la trouve plus dans son lit. Tu crois que si on se levait comme ça tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, Nounou, d'être la première fille dehors. La nuit. C'était la nuit. Et tu vas me faire croire que tu es allée te promener. Menteuse, d'où viens-tu? C'est vrai. C'était encore la nuit. Et j'étais là seule dans toute la campagne, à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, Nounou. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Fais la folle. Fais la folle, je la connais la chanson. J'ai été fille avant toi. Et pas commode non plus. Mais dure tête comme toi, non. D'où viens-tu, mauvaise? Non, non pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non peut-être. Oui, Nounou. Oui, j'avais un rendez-vous, oui. Quoi, tu as un amoureux? Oui, le pauvre jeune amoureux. C'est du joli. C'est du propre. Toi, la fille d'un roi? Mais donnez-vous du mal pour les élever, elles sont toutes les mêmes. Mais tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, à t'attifer toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, la pauvre petite, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe et mal coiffée. Les garçons ne regarderont qui se mène avec ses rubans et ses bouclettes. Mais non, tu vois, tu étais comme ta sœur. Pire encore, hypocrite. Qui est-ce, hein? Un voyou, peut-être? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille, voilà, c'est lui que j'aime, je veux l'épouser, c'est ça, hein? C'est ça, mais répondons, fanfaronne! Oui, Nounou. Et elle dit oui. Miséricorde. Moi qui avais promis à sa mère d'en faire une honnête fille. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis que ta nourrice. Tu me traites comme une vieille bête? Bon. Mais ton oncle Créon saura, je te le promets. Oui, Nounou. Mon oncle Créon saura, oui. Laisse-moi maintenant. Tu verras ce qu'il dira quand il saura que tu sors la nuit. Et Aimon, et ton fiancé, car elle est fiancée, et à 4 heures elle sort pour courir avec un autre. Et ça vous demande qu'on la laisse. Ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais faire? Te battre, comme lorsque tu étais petite, voilà. Tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin, Nounou. Pas crier. Tu ne devrais pas crier par-dessus le marché. Et qu'est-ce qu'elle me dirait, ta mère, si elle était là? Vieille bête. Oui. Vieille bête qui n'a pas su me la garder pure, ma petite. Toujours à courir, à crier, avec du lait de poule pour les rendre plus fortes, mais à 4 heures tu dors, marmotte.
Tu dors, toi qui ne peux pas fermer l'œil. Et tu les laisses courir. Voilà ce qu'elle me dirait ta mère si elle était là. Quand j'y monterais là-haut, moi, j'aurais honte. Honte à en mourir si je n'étais pas déjà morte. Je ne pourrais que baisser la tête et dire, Madame Jocaste, oui, c'est vrai. Mais non, non. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira bonjour, nourrice. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Quand tu n'as pas d'amoureux, Non, Nounou. tu te moques de moi alors. Tu vois, je suis trop vieille. Tu as toujours été ma préférée malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce. Mais je pensais que c'était toi qui m'aimais vraiment. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Mais pourquoi ton lit était froid quand je suis venue te border? Ne pleure plus, Nounou. Allons, ma vieille bonne pomme rouge. Tu te rappelles quand je te frottais pour que tu brilles? Ma vieille pomme toute ridée. Ne laisse pas couler tes larmes dans toutes les petites rigoles pour des bêtises comme cela. Pour rien. Je suis pure. Je n'ai pas d'autre amoureux qui aimant mon fiancé, je te le jure. Je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Garde tes larmes. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Et il ne faut pas. Il ne faut pas que je sois petite ce matin. Tu es déjà levée, je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levée, oui. Mais toutes les deux alors. Toutes les deux. Mais vous allez devenir folle à vous lever avant les servantes. Mais vous savez que ce n'est pas bon d'être à jeun le matin, que ce n'est pas convenable pour des princesses. Vous n'êtes seulement pas couverte. Vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Laisse-nous, Nounou. Il ne fait pas froid, je t'assure, c'est déjà l'été. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, Nounou. Cela me ferait du bien. Oh, ma colombe. La tête lui tourne d'être sans rien et je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Tu es malade? Non, ce n'est rien. Un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Mais il faut que tu dormes. Je serai moins belle demain. Ne te moque pas. Je ne me moque pas. Ça me rassure que tu sois belle ce matin. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre et je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attachée à un arbre. Et je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de ta tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit, tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Mais moi aussi, j'aurais bien aimé ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe tout de suite par la tête et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée, je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible, bien sûr, et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère, mais... je comprends un peu notre oncle. Mais moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Mais moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Puis on la met dans un coin ou dans un trou. Et c'est bien fait pour elle, elle n'avait pas qu'à désobéir. Allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi. J'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaye de comprendre au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Tous. Depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. À la belle eau fuyante et froide parce que cela mouille les dalles. À la terre parce que cela tache les robes. Comprendre qu'on ne peut pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans les poches aux mendiants qu'on rencontre. Courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre. Et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Mais pas juste quand on en a envie. Comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Enfin, si je deviens vieille. Pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous hueront. Ils nous
prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine, sur la charrette avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes, avec leurs têtes d'imbéciles, congestionnées sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leurs regards de bœuf, qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir. Il faudra souffrir. Sentir que la douleur monte. Qu'elle arrive à un point où on ne peut plus la supporter. Qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore comme une voix aiguë. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit, pas toi. Si, bien sûr. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Mais moi non plus. Et qu'est-ce que cela fait? Tu n'as donc pas envie de vivre. Toi. Pas envie de vivre. Mais qui se levait la première le matin, rien que pour sentir le froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, juste pour vivre encore un peu de la nuit? Qui pleurait déjà toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans les prés, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ma petite. Oh non, ne me caresse pas! Ne commençons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis? Tu penses que la ville hurlante contre toi, tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez? Oui, C'est un de ces prétextes. Antigone, je t'en supplie. C'est bon pour les hommes de croire aux idées de mourir. Pour elle, toi, tu es une fille. Une fille, oui. J'ai assez pleuré d'être une fille. Son bonheur est là, devant toi. Et tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée. Tu es jeune, tu es belle. Non. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Que c'est toi que les petites filles regardent passer, soudain muettes, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Des voyous. Et des petites filles. Et aimons, Antigone. Je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout, depuis toujours. Va te recoucher, Ismaël. Il fait jour maintenant, tu vois. De toute façon, je ne pourrais rien faire. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde, exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va te recoucher, tu es toute pâle de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir. Mais je peux te promettre que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Nourrice va m'apporter à manger. Va dormir encore. Le soleil se lève seulement, tu as les yeux tout petits de sommeil. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore. Je te laisserai me parler, oui. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir maintenant, je t'en prie. Je serai moins belle demain. Oh, Ismaël. Tiens, te voilà un bon café et des tartines, mon bijou. Mange. Je n'ai pas très faim, Denis. Mais je te les ai grillés moi-même et beurrés comme tu les aimes. Tu es gentil. Je vais seulement boire un peu. Mais où as-tu mal? Nulle part, Denis. Et fais-moi tout de même bien chaud, comme lorsque j'étais petite. Nous plus forte que la fièvre. Nous plus forte que le cauchemar. Plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane et se transforme d'heure en heure sur les murs. Plus forte que les 1000 insectes du silence qui rongent quelque chose quelque part dans la nuit. Plus forte que la nuit elle-même avec son ululement de folle qu'on n'entend pas. Non plus forte que la mort. Donne-moi ta main, comme lorsque tu restais à côté de mon lit. Qu'est-ce que tu as, ma colombe? Rien, Nono. Je suis seulement un peu petite pour tout cela. Mais il n'y a que toi qui dois le savoir. Un peu petite? Petite pourquoi, ma tourterelle? Pour rien. Et puis tu es là. Je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout toujours. Je le sais bien. Peut-être qu'elle va me sauver encore. Tu es si puissante, Nono. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma colombe? Rien. Seulement ta main,
comme cela, sur ma joue. Voilà, je n'ai plus peur. Ni du méchant ogre, ni du marchand de sable, ni de Taou qui passe et emmène les enfants. Nounou, tu sais, douce ma chienne, oui. Tu vas me promettre que tu ne la gronderas plus jamais. Une bête qui salit tout avec ses pattes, ça ne devrait pas entrer dans une maison. Même si elle salit tout. Promets, Nounou. Alors je devrais la laisser tout abîmer sans rien dire. Oui. Ça, ce serait un peu fort. Oh, allez. Tu l'aimes bien, douce, avec sa bonne grosse tête. Et puis au fond, tu aimes bien frotter aussi. Tu serais très malheureuse si tout restait propre toujours. Alors je te le demande, ne la gronde pas. Si elle pisse sur mes tapis. Promets que tu ne la gronderas tout de même pas. Oh, je t'en prie, Nounou, dis je t'en prie. Tu profites que tu câlines. C'est bon, c'est bon. On essuiera sans rien dire. Tu vas me faire tourner en bourrique. Et promets aussi que tu lui parleras. Que tu lui parleras souvent. A-t-on vu ça, parler aux bêtes? Mais justement, pas comme à une bête. Comme à une vraie personne, comme tu m'entends faire. Ça non, à mon âge, faire l'idiote. Mais pourquoi veux-tu que toute la maison lui parle comme toi, à cette bête? Si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler. Plus lui parler? Mais plus lui parler, pourquoi? Et puis si elle était trop triste, si elle avait trop l'air d'attendre tout de même, le nez sous la porte, comme lorsque je suis sortie. Il faudrait peut-être mieux la faire tuer, sans qu'elle ait mal. La faire tuer? Faire tuer ta chienne, mais tu es folle ce matin. Non, Nounou. Voilà, Aimon. Laisse-moi, nourrice. Et rappelle-toi ce que tu m'as juré. Aimon, pardon. Pour notre dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort, je te prie de me pardonner. Tu sais, je t'ai déjà pardonné. À peine avais-tu claqué la porte. Mon parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. À qui l'avais-tu volé ce parfum? À Ismène Et le rouge à lèvres? La poudre? La belle robe? aussi, Et en quel honneur t'étais-tu faite si belle? je te le dirai. Mon chéri, comme j'ai été bête, tout un soir gaspillé, un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. D'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, mon bonheur. Un bonheur, oui. Écoute, Aimon, Oui, ne ris pas ce matin, sois grave. je suis grave. Et serre-moi. Plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime dans moi. Là, de toute ma force. C'est bon. Écoute, Aimon, Oui. je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux, tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur, ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon, Aimon, il aurait eu une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde, avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, toi, n'est-ce pas? Bien sûr, mon amour. Et tu crois aussi que toi, tu aurais eu une vraie femme? J'ai une vraie femme. Tu m'aimais, Aimon, tu m'aimais ce soir-là, Quel j'en ai soir? bien sûr. Tu es sûr qu'à ce bal, tu es venu me chercher dans mon coin. Tu ne t'es pas trompée de jeune fille. Tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé, même une fois, même tout au fond de toi, que tu aurais plutôt dû demander Ismène. Idiote. Voilà. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent ne mentent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas. Ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Mon amour, je t'aime comme une vraie femme. Je suis noire et maigre. Ismène est rose et dorée comme un fruit. Ah, Antigone. Je suis toute rouge de honte. Il faut que je sache ce matin. Dis-moi la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Oui, oui, mon amour. Moi, je sens cela. Et je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'asseyant sans penser,
comme à une chose bien à toi. Voilà, maintenant je vais te dire encore 2 choses. Et quand je te les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine, jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Et non, tu vois comme je te le demande. Jure-le-moi, c'est la dernière folie que tu auras à me passer. D'accord, je te le jure. Merci. Alors voilà, hier d'abord, tu me demandais pourquoi j'étais venue avec cette robe d'Ismène, ce parfum et ce rouge à lèvres. J'étais bête. Je n'étais pas sûre que tu me désires vraiment et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles. C'était pour cela. Oui, et tu as ri et nous nous Oh. sommes disputés et mon mauvais caractère a été le plus fort. Je me suis sauvée. Mais j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir. Pour que je sois ta femme avant. Ah bon? Et Monte, tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu me l'as juré. D'ailleurs, je vais te dire, je voulais être ta femme quand même, parce que je t'aime comme cela, moi, très fort. Et que, mon chéri, pardon, je vais te faire de la peine. Que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Quoi? Aimant, tu me l'as juré. Mais Antigone! Aimant, pars maintenant, pars vite. Tu peux pas me dire- Aimant, tu seras demain, tu seras tout à l'heure. Antigone. Aimant, je t'en prie. C'est la dernière chose que tu peux faire pour moi si tu m'aimes encore. Aimant! Voilà. C'est fini pour Aimant, Antigone. Antigone? Ah, tu es là. Oui, je suis là. Je ne peux pas dormir. J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là autour de toi. Aimons, Nounou et moi, et tous ta chienne. Nous t'aimons et nous sommes vivants, nous. Nous avons besoin de toi. Polynice est mort. Et il ne t'aimait pas. Il a toujours été comme un étranger pour nous, un mauvais frère. Oublie-le, Antigone. Comme il nous avait oubliés. Laisse son ombre dure errer éternellement sans sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout toujours, mais tu es toute petite, Antigone. Reste avec nous. Ne va pas là-bas cette nuit, je t'en supplie. C'est trop tard. Quand tu m'as croisée ce matin, Jean Bonnet. Non. Non, Antigone! Garde, dis-tu? Fais-le entrer. Garde Jonas de la 2e compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait, et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il y en ait qu'un qui explique. Et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste tous les 3. On est les 3 du piquet de garde, chef, autour du cadavre. Mais que tu vas me dire? On est 3, chef, je ne suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand et le garde de première classe Broudous. Pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? Ah, moi, je l'ai dit tout de suite. C'est aux premières classes d'y aller. Quand il n'y a pas de gradé, c'est le première classe qui est responsable. Les autres, ils ont dit non. Ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que j'aille chercher première classe, chef? Non, parle-toi, puisque tu es là. J'ai 17 ans de service. Je suis engagé volontaire, la médaille de citation. Je suis bien noté, chef. Moi, je suis service. Je ne connais que ce qui est commandé. Mes supérieurs, ils disent toujours avec Jonas, on est tranquille. Parle. De quoi as-tu peur? Régulièrement, ça aurait dû être première classe. Moi, je suis proposé première classe. J'ai pas été promu. Vas-tu parler à la fin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les 3 responsables. Je cherche plus qui devrait être là. Bien voilà, chef. Le cadavre. Ah, on a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est, chef, au moment où la nuit va finir. Ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes ces ombres qui bougent. Et le brouillard du petit matin qui se lève. Ouais, ils ont bien choisi leur heure. On était là, on parlait, on battait la semaine. On dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer tous les 3 qu'on dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'ils aient,
Tout d'un coup, moi je regarde le cadavre. On était à 2 pas, mais moi je le regardais de temps en temps tout de même. Je suis comme ça, moi chef. Je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs... En fait, c'est moi qui l'ai vu le premier, chef. Les autres vous le diront, c'est moi qui ai donné le premier l'alarme. L'alarme? Pourquoi? Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose, hein. Ils n'avaient pas eu le temps avec nous autres à côté. Seulement un peu de terre, mais assez pour le cacher au retour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête, en grattant? Ah non, chef. On a d'abord espéré ça, nous aussi. La terre était jetée sur lui selon les rites. Non, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui était assez fou pour braver ma loi? As-tu enlevé les traces? Rien, chef. Rien qu'un pas, plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, Durand a trouvé plus loin une petite pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Le première classe l'a gardé tout de même pour l'enquête. Un enfant. L'opposition brisée qui sourd et mine partout. Les amis de Polynice avec leur or bloqué dans le tête. Les chefs de leur plèbe puant en l'ail, qui s'allient soudainement aux princes, et les prêtres qui cherchent à pêcher un petit quelque chose au milieu de tout ça. Un enfant. Ils ont dû penser que ce serait plus touchant. Je le vois d'ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur appointée et sa petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous la veste. Une innocence inestimable pour le parti. À moins qu'il ait dressé un vrai enfant, avec des phrases. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils, du sang bien frais sur mes mains, double aubaine. Mais ils ont des complices. Jusque dans la garde, peut-être. Écoute-moi bien, toi. Chef, on a fait tout ce qu'on devait faire. Durand s'est assis une demi-heure parce qu'il avait mal au pied, mais moi, chef, je suis resté tout le temps debout. Le premier classe nous dira. À qui avez-vous parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Alors écoute-moi. Votre garde est doublée. Envoyez la relève. Je veux que vous, près du cadavre. Mais si tu parles, si le bruit se répand dans Thèbes, qu'on a tenté de recouvrir le cadavre, vous mourrez. On n'a Tous rien les dit, trois. chef. Je vous le jure. Mais moi, je suis ici. Et peut-être que les autres, ils l'ont déjà dit à la relève. Chef, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici, chef, devant le conseil de guerre. Mais j'étais ici, moi, avec vous. J'ai un témoin. Si on a parlé, ça sera les autres, ça sera pas moi. J'ai un témoin, moi. Va. Si personne ne le sait, tu vivras. Un enfant. Et voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur un beau matin au réveil, comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop qu'on se pose un soir. C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire, on est tranquille. Cela roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé, depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près. Et les éclats, et les orages, et les silences, tous les silences. Le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin. Le silence au commencement, quand les 2 amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois, sans oser bouger tout de suite, dans la chambre sombre. Le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur, et on dirait un film dont le son s'est enrayé, toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien, toute cette clameur qui n'est qu'une image, et le vainqueur, déjà vaincu, seul au milieu de son silence. C'est propre la tragédie, c'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terreurs, ces lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver,
Le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. On est tous innocents, ça. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant, la tragédie. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir, qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu'on a pu taquiner. Pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois. Et il n'y a plus rien à tenter enfin. Alors voilà, cela commence. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Allez, pas d'histoire. Vous expliquerez devant le chef. Moi, je connais que la consigne. Ce que vous aviez à faire là, je veux pas de savoir. Mais tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à objecter. Mais s'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, on serait propre. Moi, allez, pas d'histoire. Ce que vous avez à dire, je veux pas de savoir. Lâche-moi avec tes sales mains, tu me fais mal. Les sales mains. Mais vous pourriez être poli, mademoiselle. Moi, je suis poli. Je suis la fille d'Édipe. Je suis Antigone. Je ne me sauverai pas. La fille d'Édipe, ouais. Et les putains qu'on ramasse à la garde de nuit. Elles disent aussi de se méfier, qu'elles sont la bonne amie du préfet de police. Je veux bien mourir, mais pas que tu me touches. Et les cadavres, dis, et la terre, ça te fait pas peur à toucher? Tu dis mes sales mains, mais regarde un peu les tiennes. On t'avait pris cette appel. Il a fallu que tu refasses ça avec les ongles la deuxième fois. Ah, cette audace. Je tourne le dos une seconde, je te demande une chic. Le temps de me la caler à la joue, le temps de dire merci, je me retourne. Et elle était là, à gratter avec ses mains, comme une petite hyène. Et en plein jour. Et c'est qu'elle s'est débattée, la gasse, quand j'ai voulu la prendre. Elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. Mais c'est une folle, ouais. Je voudrais bien m'asseoir un peu, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Assieds-toi, et je te lâche pas. Tu es fou. Laisse cette jeune fille. Qui garde le corps? On a appelé la relève, chef. Je t'avais dit de la renvoyer. Je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef, mais comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il valait mieux que quelqu'un vienne. Et cette fois-ci, on n'a pas tiré au sort. J'ai préféré venir tout seul. Imbécile. Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire pour le cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit d'approcher. Ce qu'elle faisait? Mais c'est pour ça que je vous l'amène, chef. Elle grattait la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir encore une fois. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour. Mais avec le soleil qui chauffait, et comme il commençait à sentir, on s'était mis sur une petite hauteur, pas très loin, pour être dans le vent. On disait qu'en plein jour, on risquait rien. Et pourtant, on avait décidé, pour être plus sûr, qu'il y en aurait toujours un de nous trois qui le regarderait. Mais à midi, en plein soleil, avec l'odeur qui montait depuis que le vent était tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine. J'y voyais plus. Je vais au camarade lui demander une chic pour passer ça, chef. Le temps que je me la cale à la joue, le temps que je lui dise merci, je me retourne et elle était là, à gratter avec ses mains. Et en plein jour, elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, chef, vous croyez qu'elle s'est arrêtée? Qu'elle a essayé de se sauver peut-être? Non. Elle a continué de toutes ses forces aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand j'ai voulu la prendre, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulait continuer, elle disait de la laisser, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a dégagé le corps comme de juste, et puis on a passé la relève, sans parler de rien. Et puis je vous l'ai amené, voilà, chef. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage, pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice.
Il avait gravé son nom au couteau sur le manche. C'est pour cela que je l'avais laissé près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. On aurait dit une petite bête qui grattait. Même qu'au premier coup d'œil, avec l'air chaud qui tremblait, le camarade me dit « Mais non, c'est une bête. » Penses-tu que je lui dis « C'est trop fin pour être une bête, c'est une fille. » C'est bon. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Jusque-là, silence. Laisse-moi seul avec elle. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. Tu croisais quelqu'un sur ta route? Non, personne. J'en es sûr. Oui. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te mettre au lit. Dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces 3 ans. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi tu tentais d'enterrer ton frère? Je le devais. J'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver le repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, mon père et ma mère, et Éthéocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître, et tu le savais. C'était mon frère. Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Oui. Tu savais quel sort était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Oui, je le savais. Et tu as cru que tu étais Antigone, la fille d'Édipe, que cela te plaçait au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Et si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, comme tu dis, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Tu serais resté à veiller ton frère, chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale. Ma nièce, et la fiancée de mon fils. Et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine, au contraire, que vous me feriez mourir. L'orgueil d'Édipe. Tu es l'orgueil d'Édipe. Maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu n'as pas douté que tu allais mourir. Et cela te semblait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père non plus, le châtiment humain, ça n'était pas assez. Lui-même vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous voit face à face avec la mort et le destin. Et tuer votre père. Et coucher avec votre mère. Et l'apprendre ensuite, mot par mot. Quel breuvage, les mots. Et comme on les boit goulûment quand on s'appelle Édipe ou Antigone. Et le plus simple après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier sur les routes avec ses enfants. Eh bien non. Ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a besoin aujourd'hui d'un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon, Dieu merci. J'ai les pieds sur terre et les mains dans les poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu de rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. C'est même pas une aventure. C'est un métier pour tous les jours. Et pas toujours drôle. Mais c'est mon métier. Alors je vais le faire. Alors écoute-moi bien. Tu t'appelles Antigone. Soit. Tu es la fille d'Édipe. Il n'y a pas si longtemps. Tout cela se serait réglé par du pain sec et une bonne paire de gifles. Te faire mourir. Et tu ne t'es pas regardé. Moineau. Tu es bien trop maigre. Grossis un peu pour faire un bon fils à Aimon. Tu n'as pas besoin plus que de ta mort, je te l'assure. Alors maintenant tu vas rentrer chez toi, faire ce que je t'ai dit. Et te taire. On ne me foulera pas ainsi du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Et tu dois me trouver bien prosaïque. Mais je t'aime bien tout de même, avec ton sale caractère. Et puis rappelle-toi, c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée, il n'y a pas si longtemps. Allez. Antigone, c'est par cette porte que l'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là?
Vous le savez bien, Quel jeu joues-tu? je ne joue pas. T'es rendu compte que si quelqu'un d'autre que ces trois brutes sait ce que tu as tenté de faire, je serai obligé de te faire mourir. Et si tu te tais, si tu renonces maintenant à cette folie, j'ai encore une chance de te sauver. Je n'aurai plus dans 5 minutes, le comprends-tu? Faut que j'aille enterrer mon frère, que ces hommes ont découvert. Tu devrais refaire ce geste absurde. Il y a une autre garde autour du corps de Polynice. Et même si tu parviens à le recouvrir, on dégagera son cadavre. Que peux-tu donc, à part t'ensanglanter les ongles et te faire prendre? Rien d'autre que cela, je le sais. Et cela, du moins, je le peux. Et il faut faire ce que l'on peut. Tu y crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles? À l'ombre de ton frère, condamné à errer éternellement, et si on ne recouvre pas son corps d'un peu de terre, avec la formule du prêtre? Des prêtres. Tu les as déjà entendus la réciter, la formule, avalant les mots, écourtant les gestes, bâclant ce mort pour en prendre un autre juste avant le repas de midi. Oui, je les ai vus. N'as-tu jamais pensé alors que si c'était quelqu'un que tu aimais vraiment qui était là dans ce trou, tu te mettrais à hurler, à leur crier de se taire et de partir? Si, je l'ai pensé. Tu risques la mort maintenant parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire. Ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime. Donc tu aurais été la première à avoir compté mal si on avait joué devant toi. C'est absurde. Oui, c'est absurde, oui. Pourquoi le fais-tu alors? Pour les autres? Ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non. Et pour les autres, pour ton frère, mais pour qui alors? Et pour personne. Pour moi. Tu as donc bien envie de mourir. Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi, faites ce que vous avez à faire. Si vous êtes un être humain, faites-le vite, voilà tout ce que je vous demande. Vous n'aurez pas du courage éternellement, c'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi, vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleux, ce petit Édipe. Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure, que je demande grâce? Pour que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommence après quand je n'aurai plus mal? Écoute-moi bien. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon, c'est entendu. Il n'en profite tout de même pas trop, petite peste. Si j'étais une brute ordinaire de tyran, il y a longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres aux tenailles ou jeté dans un trou. Et tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je t'écoute au lieu d'appeler mes soldats, alors tu nargues. Tu attaques tant que tu peux, où veux-tu en venir, petite peste? Lâchez-moi, vous me faites mal au bras avec votre main. Non, je suis plus fort comme ça, alors j'en profite aussi. Aïe! C'est peut-être ce que je devrais faire, après tout. Te tendre le poignet, et te tirer les cheveux, comme on fait aux filles dans les jeux. Je suis son oncle, c'est entendu. Et nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Ça ne te semble pas étrange, ce roi bafoué qui t'écoute? Ce vieillard qui en a vu mourir d'autres avant toi, et tout aussi attendrissant, je te l'assure, et qui hélas donnait toutes les peines du monde pour essayer de t'empêcher de mourir. Vous serrez trop fort maintenant. Cela ne me fait même plus mal, je n'ai plus de bras. Dieu sait si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je vais quand même perdre le temps qu'il faudra pour essayer de te sauver, petite peste. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche, je te l'assure. Mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Tu vaux mieux que cela. Car ton Polynice, son ombre éplorée et son corps qui pourrit entre ses gardes, ce n'est qu'une histoire de politique. D'accord, je ne suis pas tendre, mais je suis délicat. Tu crois pas que ça me dégoûte autant que toi, cette carcasse qui pourrit au soleil? Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Ça me soulève le cœur. Mais je ne vais pas fermer la fenêtre. C'est ignoble. Et je peux te le dire à toi, c'est bête. C'est monstrueusement bête. Et il faut que tout être sente cela pendant un moment. Bon, bien que j'aurais fait enterrer ton frère, ou juste pour l'hygiène.
pour que les brutes que je gouverne comprennent. Il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant un mois. Vous êtes odieux. C'est le métier qu'il veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou pas. Et si on le fait, il faut le faire comme cela. Et pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie qu'être puissant. Il fallait dire non. Je le pouvais. Seulement, je me suis trouvé comme un ouvrier face à un ouvrage et qui refuserait. Ça m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi, votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires? Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui, je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous, vous êtes là à boire mes paroles. Si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non, je te fais peur. Pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Eh bien oui, j'ai peur. J'ai peur d'être obligé de te faire mourir, je ne le voudrais pas. Mais moi je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu peut-être refuser une tombe à mon frère? Dites-le que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Mais vous l'avez fait tout de même. Et maintenant vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela, être roi. Oui, c'est cela. Pauvre créon. Avec mes ongles cassés et pleins de terre. Et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras. Avec ma peur qui me tord le ventre. Moi, je suis reine. Alors aie pitié. Vis. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres. C'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Mais non. Vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Essaie de me comprendre, toi aussi. J'ai bien essayé, moi, de te comprendre tout à l'heure. Faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Faut qu'il y en ait qui mènent la barque. Ça prend l'eau de toutes parts. C'est là le crime de misère, de bêtise. Le gouvernail est là qui malotte. L'équipage ne veut plus rien faire et ne songe qu'à piller la cale. Et les officiers se sont construits un petit radeau bien confortable avec la provision d'eau douce pour tirer leurs au-delà. Et le mât craque. Les voiles vont se déchirer, ils vont crever, tous ensemble. Parce qu'ils ne pensent qu'à leur vie, à leur précieuse vie, à leurs petites affaires. Crois-tu alors qu'on ait le temps de se poser la question, de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne vous faudra pas payer trop cher, et si on pourra encore être un homme après? Non! On prend le morceau de bois et on redresse devant la vague d'eau. On hurle un ordre et on tire dans le tas. Dans le tas, sur le premier qui s'avance. Il n'a pas de nom. C'est comme la vague qui s'abat sur le pont et le vent qui vous fouette le visage. Et l'ombre qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui nous avait offert du feu la veille, en souriant. Il n'a plus de nom. Toi non plus, tu n'as plus de nom. Cramponné à la barre. Il n'y a plus que le navire qui a un nom. Et la tempête. Est-ce que tu comprends cela? Mais je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours, non. Pour dire oui, il faut suer, retrousser ses manches, prendre la vie à pleine main sans mettre jusqu'au coude. C'est trop facile de dire non. Il n'y a qu'à attendre. Attendre pour vivre. Attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. As-tu déjà imaginé un monde où les arbres auraient dit non à la sève? Où les bêtes auraient dit non à l'instinct de l'amour ou de la chasse? Les bêtes, elles au moins, sont bonnes et simples et dures. Elles avancent courageusement sur le même chemin. Et si elles tombent, les autres passent. Il peut s'en perdre autant qu'on veut. Il en restera toujours une de chaque espèce, prête à refaire les petits et à reprendre
chemin, pareil à toutes celles qui sont passées avant. Quel rêve, hein, pour un roi. Des bêtes. Ça serait si simple. Tu me méprises, n'est-ce pas? C'est drôle. J'ai souvent imaginé ce dialogue avec un jeune homme maigre et pâle qui aurait tenté de me tuer. Et dont je n'aurais rien pu tirer après que du mépris. Jamais je n'aurais pensé que ce serait avec toi. Et pour quelque chose d'aussi bête. Alors écoute, pour la dernière fois, mon rôle n'est pas le bon, mais c'est mon rôle. Et je vais te faire tuer. Seulement avant, je voudrais que toi aussi, tu sois sûr du tien. Sais-tu pourquoi tu vas mourir, Antigone? Sais-tu au bas de quelle histoire sordide qui va signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle d'Éthéocle et de Polynice, celle de tes frères. Non, tu crois la connaître. Moi seul la sais. Il me semble que ce matin, toi aussi, tu as le droit de l'apprendre. Ça n'est pas bien beau, tu vas voir. Que te rappelles-tu de tes frères, alors? Deux compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, qui te cassaient tes poupées, en se chuchotant sans cesse des secrets à l'oreille pour te faire enrager. C'était des grands. Et puis tu as commencé à les admirer, avec leurs premiers pantalons longs, leurs premières cigarettes. Et puis ils se sont mis à sortir le soir, à sentir l'homme. Ils ne te regardaient plus du tout. J'étais une fille. Tu voyais bien ta mère qui pleurait parfois. Tu entendais ton père se mettre en colère, et les portes qui claquaient dans les couloirs le matin à leur retour. Et eux, ils passaient devant toi, goguenards et veules, sentant le vin. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin. Nous venions de nous lever et eux, ils rentraient. Polynice m'a vue. Il était tout pâle, les yeux brillants, et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit « Tiens, tu es là, toi. » Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Tu l'as conservée, cette fleur, n'est-ce pas? Ce matin, avant de partir, tu as ouvert ton tiroir. Tu l'as regardé longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit cela? Pauvre Antigone. Avec ta fleur de pacotille. Sais-tu seulement qui était ton frère? Je savais que vous diriez du mal de lui, en tout cas. Un petit fêtard, imbécile. Un petit carnassier dur, sans armes, une petite brute. Tout juste bonne, elle est plus vite que les autres avec ses voitures, on dépensait plus d'argent dans les bars. Un jour, j'étais là. Ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Il est devenu tout pâle. Il a levé son poing en criant un mot ignoble. Ce n'est pas vrai. Son poing tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père est resté assis à sa table, la tête entre les mains. Il saignait du nez. Il pleurait. Et dans un coin de la pièce, Polynice ricanant qu'elle met une cigarette. Ce n'est pas vrai. Rappelle-toi, tu avais 12 ans. Tu ne l'avais pas revu pendant longtemps. Cela, c'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Alors il s'est engagé dans l'armée argienne. Mais dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a recommencé contre ton père, contre ce vieillard qui refusait de mourir et de lâcher son royaume. Les attentats se succédaient. Et tous les tueurs que nous prenions, tous, finissaient par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de Polynice. Pas seulement le Polynice, d'ailleurs. Car c'est cela que je veux que tu saches. Les coulisses de ce drame où tu brûles jouaient un rôle. La cuisine. J'ai fait faire hier à Éthéocle des funérailles grandioses. Éthéocle est un héros, un saint pour Thèbes. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour payer la couronne. Des vieillards faussement émus avec des trémolos dans la voix ont magnifié le bon fils, le bon frère, le prince royal. Moi aussi, j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de Thèbes avec leur mine de circonstance. Et les honneurs militaires. Il le fallait bien. Tu penses bien, je ne pouvais pas m'offrir le luxe d'une crapule dans les deux camps. Seulement, je vais te dire quelque chose à toi.
Quelque chose que je sais seul. Quelque chose d'effroyable. Et Théocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait lui aussi tenté d'assassiner son père. Le prince loyal, lui aussi, avait tenté de vendre Thèbes aux plus offrants. Oui, crois-tu que c'est drôle? C'est une trahison pour laquelle le corps de Polynice pourrit au soleil. J'ai la preuve maintenant, dit Théocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait à la commettre lui aussi. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à deux larrons en foi, qui se trompaient l'un l'autre tout en nous trompant, qui se sont égorgés comme le petits voyous qu'ils étaient, pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un des deux. Alors j'ai fait rechercher leurs cadavres sur le champ de bataille. On les a retrouvés, embrassés, pour la première fois de leur vie, sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement. Et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient embouillis, Antigone, méconnaissables. Alors j'ai fait ramasser le moins abîmé des deux pour mes funérailles nationales. Et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre là où il était. Et je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que ça m'est bien égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Que vas-tu faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul ce matin. Va voir Aimon. Marie-toi, vite. Oui. Tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien oiseuse, je te l'assure. Tu as ce trésor, toi, encore. Oui. Il n'y a que cela qui compte. Et tu allais le gaspiller. Ah, je te comprends. J'aurais agi comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. Je revoyais du fond du temps un petit crayon maigre et pâle, mais prêt à tout donner lui aussi. Marie-toi vite. Tu verras, la vie, ce n'est pas ce que tu crois. C'est une eau vive que les jeunes gens laissent couler entre leurs doigts ouverts. Ferme les mains, ferme-les vite. Ça deviendra une petite chose simple et dure. On grignote, assis au soleil. Ils te diront tous le contraire, parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas demain, quand je prononcerai mon discours devant le tombeau des Théocles. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai. Que ce qu'on ne dit pas. Tu verras. Tu le découvriras trop tard sans doute, toi aussi, mais la vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans la main. Un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser sans doute encore, mais pour découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, après tout, ce n'est peut-être que le bonheur. Le bonheur? Un pauvre mot. Mais quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? À qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tais-toi, tu es folle. Non, je ne me tairai pas! Je veux savoir comment je m'y prendrai moi aussi pour être heureuse. Et tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes
Aimons. Oui, j'aime Aimon. Mais jamais un monde dur et jeune. Un Aimon exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se croire seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aimon, s'il doit apprendre lui aussi à dire oui, alors je n'aime plus Aimon. Tais-toi, tu ne sais plus ce que tu dis. Si, je sais ce que je dis. C'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse. Je ris, Crayon. Je ris parce que je te vois à 15 ans tout à coup. Et seule ma mère d'impuissance et de croire qu'on peut tout. Veux-tu te taire à la fin? Mais pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison? Et tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne la pourras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Oui, le tien, le mien, imbécile. Vous m'écoutez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lâchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Mais moi, je veux tout de suite. Et que ça soit entier. Ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui. Et que ce soit aussi beau que lorsque j'étais petite. Vas-y, commence. Comme ton père. Oui, comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la petite chance d'espoir vivante, plus la petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand il leur rencontre votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Tais-toi. Si tu te voyais écrire en ces mots, tu es laide. Oui. Je suis laide, oui. C'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier. Mais papa n'est devenu beau qu'après. Quand il a été sûr, enfin, qu'il avait tué son père, que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché, et que rien, plus rien ne pouvait le sauver. Alors il s'est calmé tout à coup. Il a eu comme un sourire, et il est devenu beau. C'était fini. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus voir vos têtes. Oh, vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur. C'est vous qui êtes laids, même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as dit tout à l'heure, Crayon, la cuisine. Vous avez des têtes de cuisinier. Je t'ordonne de taire. Tu m'ordonnes, cuisinier. Donc tu peux m'ordonner quelque chose? Dans tes chambres pleines de monde, on va t'entendre. Tu veux donc te taire? Mais justement, ouvre les portes, il faut m'entendre. Tais-toi, mon Dieu, tais-toi. Allons, cuisinier, appelle tes gardes. Antigone. Qu'est-ce que tu as, toi aussi? Antigone, pardon. Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Non, pas toi. Pas maintenant. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant. Ce serait trop facile. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller ce matin à 4 pattes, dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout près et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Eh bien, j'irai demain. Tu l'entends, Crayon? Elle aussi. Qui sait si ça ne va pas prendre à d'autres encore en m'écoutant? Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Allons, Crayon, un peu de courage. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allons, cuisinier, puisqu'il le faut. Garde! Emmène-la. Enfin, Crayon. Antigone. Antigone! Antigone, où l'emmenez-vous? Père! Père! Oublie-la, Aimon, oublie-la, mon petit. Mais tu es complètement fou! Elle ne veut plus vivre, elle ne t'aime pas, elle a préféré la folie et la Mais mort. ne laisse pas cet homme l'emmener! Elle a parlé, je suis obligé de la faire mourir. Lâche-moi! La foule hurle déjà aux portes du palais, j'en peux plus rien. Le peuple n'est rien, tu es le maître! Je suis le maître avant, la loi plus après.
Père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me la laisser prendre. Si, Aimon, du courage. Antigone ne peut plus vivre, elle nous a quittés tous. Est-ce que tu crois que je pourrais vivre moi sans elle? Est-ce que tu penses que je l'accepterais votre vie sans elle? Et tous les jours, du matin jusqu'au soir sans elle? Vos bavardages, votre quotidien, votre vie sans elle? Il faudra que tu l'acceptes. Chacun de nous a dans sa vie un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain. Il doit accepter de devenir un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui. Je te vois devant moi, les yeux pleins de larmes et le cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, pour la dernière fois, quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi le seuil de cette porte, ce sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Emma. Ne me juge pas, toi aussi. Grande force et ce courage. Ce dieu géant qui m'emmenait de ses bras et me sauvait des monstres et des ombres. C'était toi. Cette odeur de bon pain, me montrant tous tes livres dans ton bureau. C'était toi, tu crois? Oui, Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros, c'était donc pour en arriver là? Être un homme, comme tu dis, être heureux de vivre? oui, Emma. Père, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur, nous devons simplement dire oui. Tu es encore puissant, toi. Comme lorsque j'étais petit. Je t'en supplie, Père, je t'en supplie. Que je t'admire. Que je t'admire encore. Je suis trop seul. Et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. On est tous seuls. Le monde est trop nu et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est cela aussi, devenir un homme. Pouvoir regarder le visage de son père en face, un jour. Antigone. Pauvre petit. Il l'aime. Chef! Ils envahissent le palais. La garde aux portes! Toi, reste ici avec elle. Alors c'est toi, Qui, moi? mon dernier visage d'homme. Pourquoi? Que je te regarde? Eh, ça va. C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Je n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, pas d'histoire. Si c'était pas vous, c'était moi qui y passais. Quel âge as-tu? 49 ans. Tu as des enfants? Oui, 2. Tu les aimes? Ça ne vous regarde pas. Il y a longtemps que tu es garde? Après la guerre, j'étais sergent, j'ai engagé. Il faut être sergent pour être garde. En principe, oui. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple. Je rencontre une recrue dans la rue. Elle peut ne pas se faire lui. Ah oui? Oui. Remarquez que généralement, elle le fait. La recrue sait que le garde est un gradé. Question solde, on a la solde ordinaire du garde, comme celui du peloton spécial. Et pendant 6 mois, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent. Mais comme garde, on a 2 avantages. Logement, chauffage, allocation. Finalement, un garde marié avec 2 enfants arrive à se faire plus que le sergent d'actif. Ah oui? Mais c'est ce qui vous explique la rivalité qui existe entre le garde et le sergent d'actif. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépriser le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement. Et d'un sens, c'est juste, puisque l'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Écoute, Ouais. je vais mourir tout à l'heure. D'un autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent d'actif. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, j'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça m'a mis pour l'avancement.
Comment vont-ils me faire mourir? Je sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Ah oui. D'abord, Toute seule? aux cavernes de Hadès, au port de la ville, en plein soleil. Une drôle de corvée encore pour ceux qui seront de faction. Il avait d'abord été question d'y mettre l'armée, mais aux dernières nouvelles, c'est encore la garde qu'il faudrait ratifier. À la bon dos, la garde. Étonnez-vous qu'après ça, il existe une rivalité entre le garde et le sergent d'acquis. Deux bêtes. Quoi de bête? Deux bêtes se serreraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Moi, je suis toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent, je peux appeler. Non, non. Je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah ça non, pas d'histoire. Une lettre, et comme vous y allez, vous. C'est que je risquerai gros, moi, ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. C'est l'or. Oui, c'est de l'or. Vous comprenez, moi, si on me fouille, c'est pour conseil de guerre. Hein. Ou ça vous est égal. Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, ça va faire pas. De mon écriture, c'est pas pareil. Ton écriture, c'est laid, tout est trop laid. Oh, vous savez, si vous voulez pas, moi... hein. Regarde et écris. Mais fais vite parce que j'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris mon chéri, C'est pour votre bonne amie? mon chéri. J'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. C'est terrible maintenant à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. Et Créon avait raison, c'est terrible. Oh Aimon, notre petit garçon. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Et dites, vous allez trop vite. Comment voulez-vous que j'écrive? Il faut le temps tout de même. Où en étais-tu? C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Mais enraye tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serais morte. Écris seulement pardon. Alors je raye la fin et je mets pardon à la place. Oui. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui, c'est tout, oui. C'est une drôle de lettre. Oui, c'est une drôle de lettre. Et c'est à qui qu'elle est adressée? Allez, allez, pas d'histoire! Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon, et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. « Enlevez les pierres! Enlevez les pierres !» Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux le roi suant dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges, qui lui font comme un collier d'enfant. Et Aimon à genoux qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore, et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre, au fond du trou. Il essaie de relever Aimon, il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis, soudain, il se dresse, les yeux noirs. Et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire une minute.
Et tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Créon abordit hors de portée. Alors, Aymon le regarde avec ses yeux d'enfant lourds de mépris. Et Créon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Aymon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne, et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre, et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Enfin. Ils sont lavés maintenant. Reposés. On dirait qu'ils dorment. Ils ont l'air si calmes. Juste un peu pâles. Deux amants au lendemain de la première nuit. Ils ont fini. Pas toi, Créon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme. Une brave femme. Toujours préoccupée de son potager et de ses confitures. Et de ses tricots pour les pauvres. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, Créon. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles, sagement, après avoir terminé son rang, posément, comme tout ce qu'elle fait. Et un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude. Et puis elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, au petit napperon brodé et au cadre de peluche, pour s'y couper la gorge, Créon. Elle aussi. Ils dorment tous. C'est bien. La journée a été rude. Ce doit être bon.